On va commencer cette dernière séance de ces 2 jours qui étaient extraordinairement riches en essayant de se projeter un peu dans le futur, à quoi ressemblera l'école de demain. Et d'une certaine manière, pour se projeter dans le futur, il faut aussi pouvoir évaluer ce qu'on a fait dans le passé. Et ça a été un des grands thèmes qui a révolutionné véritablement la recherche que Esther Duflo a fait avec ses collaborateurs, avec ces expériences randomisées qui permettaient de donner un statut véritablement scientifique à l'évaluation de phénomènes, de programmes en économie, en éducation. Et donc, c'est un grand plaisir de te laisser la parole, Esther. À toi. Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais partager mon écran. Donc, le thème de ma présentation aujourd'hui, c'est expérimenter pour mieux éduquer. Je vais parler essentiellement de travail qui a été fait dans les pays les plus pauvres, mais je vais mentionner à la fin que ça me semble parfaitement pertinent, même plus que pertinent, pour la situation que nous avons en France aujourd'hui, non seulement sur le point de vue des problématiques, qui sont en fait plus similaires qu'on ne pourrait le penser au premier ordre, mais aussi sur les méthodes. Alors aujourd'hui, la plupart des enfants dans le monde sont scolarisés. C'était le cas avant la pandémie de Covid-19. La pandémie a sorti des enfants de l'école qui sont depuis assez largement revenus. Donc vous voyez ici par exemple une carte du monde avec les pays pour lesquels on a des données coloriées en bleu. Et on voit que dans toute l'Amérique latine, dans quasiment toute l'Asie et dans maintenant une grande part de l'Afrique, les taux de scolarisation sont au-delà de 90%, ou s'ils le sont, au-delà de entre 80 et 100%. Au cours du temps, le nombre d'enfants non scolarisés, d'âge scolaire qui sont non scolarisés, a fortement décru depuis la fin des années 90 jusqu'à aujourd'hui, que ce soit des enfants d'âge primaire, mais maintenant, aujourd'hui également, les enfants d'âge collège ou d'âge lycée. Donc les problématiques qui existaient avant, il y a plusieurs décennies, sur l'accès à l'école, sur la construction de bâtiments, sur les bourses, etc., sont moins pertinents aujourd'hui, avec l'exception quand même importante de l'enseignement au lycée dans les pays d'Afrique, qui est encore souvent payant et très cher, ce qui constitue une barrière pour de nombreux enfants, en particulier de nombreuses filles. Mais on peut dire qu'on comprend assez bien la problématique de l'accès, que les parents ont accepté la valeur de l'éducation et n'hésitent pas à envoyer leurs enfants à l'école. Le problème, c'est qu'une fois qu'ils arrivent à l'école, leur taux d'assiduité est moindre. Un problème d'ailleurs qu'on commence à aussi avoir aux États-Unis après la période de Covid. Les enfants sont absents énormément. C'est un problème qui est un problème récurrent de nombreux pays les plus pauvres, avec des taux d'absence à l'école dans des visites faites au hasard, souvent au-delà de 30% ou même de plus de la moitié. Donc bien que les enfants soient scolarisés, techniquement, ils ne sont pas forcément là de manière extrêmement régulière. L'autre problème, c'est que la qualité de l'enseignement, ce qui est enseigné aux enfants quand ils arrivent à l'école, laisse fortement à désirer. Alors ça se voit d'abord dans les performances, en particulier ce qu'on attend sur un système d'éducation primaire, que ce soit dans un pays comme la France ou dans n'importe quel pays du monde, c'est qu'à la fin du primaire, les enfants sachent lire et compter. C'est, je pense, vraiment les attentes de base d'un système de scolarisation. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, dans les pays les plus pauvres, on ne peut pas dire que le système réussisse à passer cet examen de base. Par exemple, vous voyez ici, pour l'Inde, jusqu'en 2016, mais ça s'est pas beaucoup amélioré depuis, même pas du tout, et finalement empiré pendant la crise de Covid, le nombre d'enfants en classe de CM2 qui ont
le niveau de lecture attendu d'un élève en fin de CP, début CE1. Et vous voyez que moins de la moitié des enfants qui arrivent au niveau CM2 savent lire un paragraphe très simple, qui est le niveau de lecture attendu en fin de CP, début CE1. Et non seulement le niveau est faible, mais il n'y a pas vraiment de progression au cours du temps. Si on pense à l'arithmétique, c'est encore pire. Voici quelques tests simples administrés à un très très grand nombre d'enfants dans toute l'Inde par l'organisation Pratham. 25% des enfants de CE2 savent faire cette soustraction à 2 chiffres et 50% des enfants de CM2. 26% des enfants savent faire cette division à 1 chiffre et 44% des enfants de CM2. Évidemment, ce n'est pas seulement un problème en Inde, c'est un problème qu'on retrouve dans tous les pays les plus pauvres. La Banque mondiale a fait un énorme effort pour harmoniser les résultats d'apprentissage qui sont faits en général, qu'on obtient pour différents pays sur différents tests. Donc dans les pays de l'OCDE et quelques pays à bas revenus, on a le test PISA, on a l'enquête Teams, etc., dont on est familier en France, mais tous les pays ne font pas les mêmes tests. Et ce que cette équipe de la Banque mondiale a réussi à faire, c'est à utiliser des tests qui sont faits à la fois dans les pays pauvres et dans certains pays à moyen revenu, et des tests qui sont faits dans les pays à moyen revenu et dans les pays riches, pour construire une sorte d'équivalence entre les tests qu'on a pour tous les pays, pour pouvoir les mettre sur une échelle unique. Et quand on fait ça, et qu'on utilise donc ce score d'apprentissage uniformisé dans le monde entier, et qu'on le met en regard avec le PIB par tête, on voit bien qu'il y a il y a deux tendances qui sortent de ce graphique. La première, c'est une très forte corrélation entre le PIB par tête et les apprentissages. On voit par exemple la France, dont on se plaint beaucoup des apprentissages, mais on voit quand même que la France, par rapport au Togo, est quand même dans une situation beaucoup plus privilégiée pour ses enfants. Et d'autre part, on voit aussi un éventail de performances, même à des niveaux de revenus comparables. Par exemple, vous voyez le Ghana et la Côte d'Ivoire qui ont des niveaux de revenus comparables. La Côte d'Ivoire a des résultats bien en deçà de ce qu'on pourrait s'attendre étant donné son niveau de revenus. Le Ghana est à peu près sur la ligne. Si vous voulez regarder la France aussi, on voit que la France est à peu près sur la ligne par rapport à son niveau de revenus. Des pays comme Singapour, dont on entend beaucoup parler, sont bien au-dessus de la ligne par rapport à son niveau de revenus qui est déjà élevé. Mais quand même, le point fondamental, c'est que ces apprentissages, on voit tous les pays d'Afrique en violet, les niveaux d'apprentissage sont extraordinairement faibles. Je vous ai montré les performances de l'Inde. Donc vous voyez qu'en Inde, on a la moitié des enfants qui savent lire au niveau CP. Dans ce cas-là, que penser des pays d'Afrique qui sont bien au-dessus? À nouveau, je vous rappelle que les enfants sont scolarisés, donc ce n'est pas une question d'accès. C'est des enfants qui vont à l'école, qui passent toute leur journée à l'école, mais à laquelle l'école n'apprend pas grand-chose. Donc ça, c'est un premier problème qui est bien connu, qui est bien identifié et que maintenant a été accepté. L'idée de l'accès à une éducation de qualité et pas seulement à l'éducation en général fait partie des objectifs du développement durable. Et tout le monde parle de qualité en termes de qualité, en pensant aux tests. Mais en fait, les choses vont peut-être plus loin que cela, et de deux manières. D'une part, parce que l'école a du mal à non seulement apprendre des choses aux enfants, mais par ailleurs à d'une part valider les connaissances qui existent dans le monde réel, et d'autre part le niveau de connaisnesses est en quelque sorte surestimé même par ces résultats à des soustractions simples. Alors, avant de rentrer sur qui porte la responsabilité de cet échec, je voudrais élaborer sur ces deux points.
en parlant de 2 expérimentations et 2 études que j'ai pu mener. La première, c'est une étude sur les performances des... C'est une étude menée avec Liz Pelke du Harvard Child for Development, où nous avons mis en place, sur la base des meilleures connaissances en sciences cognitives, dont en particulier les travaux de Liz Pelke et de Stanislas Dehaene, un programme pour apprendre, pour entraîner les enfants à faire usage de leurs connaissances intuitives des mathématiques. Il se trouve que tous les êtres humains et beaucoup d'êtres non humains, beaucoup de créatures non humaines, possèdent, avant même qu'on leur ait appris quoi que ce soit, une forte connaissance intuitive des mathématiques. Par exemple, sont capables de dire qu'est-ce qui est plus grand et qu'est-ce qui est plus petit, sans compter le nombre de points. Si je vous donne une assiette avec du riz et dans une assiette il y a plus de riz que dans l'autre, je n'ai pas besoin de compter tous les grains de riz. C'est pareil avec des billes. Donc des enfants par exemple savent dire où il y a plus de billes ou moins de billes. Savent même faire des additions et sans faire les additions de manière formelle, peuvent additionner 2 tas de billes à gauche et 2 tas de billes à droite pour nous dire le tas de billes de gauche a plus, une fois que j'ai additionné, a plus de billes que le tas de billes à droite. Les enfants ont aussi des connaissances géométriques fortes. Ils savent reconnaître les angles, ils savent qu'un angle aigu n'est pas la même chose qu'un angle obtus ou que des lignes parallèles, etc. Il se trouve que ces connaissances sont également, peuvent être entraînées en jouant à des jeux mathématiques. Donc ce que nous avons fait avec Liz Pelke, c'est constituer un petit programme sur quelques mois dans des petites écoles maternelles dans des bidonvilles de l'Inde, où nous avons entraîné les enfants sur ces connaissances, à utiliser au mieux ces connaissances intuitives. Le premier résultat, c'est que les connaissances intuitives ont fortement augmenté. Et d'ailleurs, cette augmentation est durable dans le temps. Quand on rend visite à nouveau à ces enfants 2 ans plus tard, leurs connaissances intuitives de mathématiques sont encore plus fortes, bien que le programme soit terminé depuis longtemps. Par contre, deuxième résultat, qui était décevant de notre point de vue, c'est que tant que ces enfants sont dans les écoles maternelles, on a aussi une progression de leurs connaissances symboliques en mathématiques, avec de meilleures capacités, par exemple, à reconnaître les chiffres ou faire des additions simples ou reconnaître les formes. Mais dès qu'ils rejoignent l'école, on ne voit plus de différence entre les enfants qui ont bénéficié de ce programme, dont on sait que leurs connaissances intuitives en mathématiques sont pourtant fortes, et les enfants qui n'en ont pas bénéficié. Donc ça veut dire que dès que les enfants rejoignent l'école, l'école est incapable d'utiliser ces connaissances en mathématiques. C'est normal, c'est normal. Je fais un petit détour avant de rentrer sur mais j'y reviens. Deuxième chose, donc ça c'est la première expérience. Deuxième expérience, c'est pas une expérience d'ailleurs, c'est juste une étude, aussi menée avec Liz Pelke. Nous sommes allés sur les marchés où des enfants, des adolescents sont capables de faire des opérations mathématiques absolument fantastiques. Nous avons pu constater qu'ils savent effectivement faire ces opérations mathématiques. Ils sont très forts en arithmétique, en calcul mental, beaucoup plus forts que les enfants de même âge qui sont scolarisés. Mais par contre, dès qu'on leur pose un problème de manière plus formelle et scolaire, ils sont incapables de le résoudre. Et de même, ils nous disent « Ah mais c'est pour ça que je ne sais pas faire ça, c'est pour ça que je ne suis plus à l'école ». Donc là aussi, on a un deuxième exemple où on a des connaissances qui existent, qui sont réelles dans le monde réel et qui ne sont pas utilisées ou récompensées par l'école. Donc, qui est responsable de cet état de choses? Tout le monde se rejette la faute. Les parents pensent que c'est les enfants qui sont pas sages, qui étudient pas. Les maîtres et les maîtresses sont souvent assez violents dans le contexte indien, en disant c'est les parents, c'est les enfants, les parents ne sont pas vraiment motivés, les enfants non plus, etc.
Les parents eux-mêmes sont fâchés contre les enseignants en disant c'est les enseignants qui n'enseignent pas à nos enfants. Et finalement, tout le monde se rejette un peu comme ça la balle. Alors, qu'est-ce qu'on en sait? Que nous disent des décennies maintenant d'expériences randomisées sur qui est responsable? Alors d'abord, on peut dire que ce ne sont pas les enfants qui ne peuvent pas apprendre. Une manière de le voir, c'est que vous voyez ici une photo des enfants qui jouent avec les jeux mathématiques que j'ai décrits. Ces jeux mathématiques ont d'abord été testés à Cambridge, surtout avec des enfants de jeunes professeurs ou d'étudiants postdoctoraux, et ensuite ont été testés, comme je l'ai raconté, dans les petites écoles indiennes. Et ce qu'on constate, c'est que la progression dans les niveaux de jeu, le plaisir que les enfants ont à jouer à ces jeux est exactement la même pour les enfants américains ou les petits-enfants des bidonvilles de Delhi. Donc, à 3 ans, à 4 ans, la capacité des enfants pour apprendre les mathématiques est simplement la même que les enfants américains. D'autre part, les corrélations entre les performances dans différents domaines, par exemple le domaine plus symbolique, le domaine non symbolique, est aussi le même. D'autre part, comme je l'ai dit, les enfants sont parfaitement, des adolescents pauvres qui travaillent sur les marchés ont des performances de calcul mental incroyables. Donc ça, on a envoyé des gens faire des calculs, acheter des tomates et des aubergines, et puis ensuite donner 500 roupies à l'enfant pour qu'il rende le change. Et vous voyez que plus de 90% des enfants, 95% des enfants à Calcutta font ces calculs parfaitement correctement. Ce qui est beaucoup mieux que les enfants qui sont à l'école. Donc, ce n'est pas les enfants qui sont responsables, ça vous surprendra peut-être pas, mais ce qui vous surprendra peut-être plus, c'est à quel point beaucoup de gens pensent que c'est les enfants qui sont responsables, que ce soit les maîtresses qui pensent qu'il n'y a pas assez d'efforts fournis, ou par les familles, ou par les enfants, ou que ce soit des gens beaucoup mieux intentionnés, par exemple comme la Fondation Gates, qui dit c'est une question de nutrition, les enfants n'ont pas été bien nourris dans leur petite enfance, et donc ils ne peuvent pas apprendre. Et donc on voit bien que ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas une raison pour ne pas nourrir les enfants mieux, mais ce n'est pas le sujet. Deuxième chose, on se plaint souvent du manque de ressources financières pour les écoles. C'est vrai que les écoles dans lesquelles ces enfants apprennent sont dans des états matériels souvent qui laissent énormément à désirer, mais il se trouve que améliorer cet environnement physique ne fait pas vraiment une différence. Qu'on peut construire des nouvelles classes, on peut améliorer le toit, on peut même fournir des ordinateurs sans effort de pédagogie avec, des bibliothèques. Multiplier les salaires des enseignants par 2, je pense que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire pour le bien des enseignants, encore que leur place dans la distribution des revenus dans les pays les plus pauvres est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus favorable que leur place dans la distribution des revenus dans un pays comme la France. Mais tout cela ne fait rien dans les pays les plus pauvres, que ce soit l'Inde, l'Indonésie, le Ghana, le Kenya, où ces expériences ont été menées pour améliorer les performances du système. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire pour d'autres raisons, mais ça ne fera pas augmenter les performances. Tous ces résultats viennent d'une revue de la littérature qui a été menée par un panel multi-institutionnel qui a fait une revue de toutes les expériences menées au cours des 30 dernières années sur l'éducation. Ce ne sont pas non plus les enseignants à qui il faut jeter le blâme. Les enseignants travaillent très très dur et sont capables d'enseigner. Leur donner des incitations financières pour enseigner plus n'est pas efficace en général. Souvent, ce qu'on dit, c'est que les enseignants travaillent mieux dans le secteur privé où les incitations sont plus fortes parce que les résultats sont plus élevés. Mais en fait, quand on fait cette comparaison, on oublie que ce n'est pas non plus les mêmes enfants qui sont dans le secteur privé et dans le secteur public. Quand on compare des pommes avec des pommes, par exemple en menant une expérience où des enfants reçoivent des bourses pour payer leurs frais de scolarité dans le secteur privé,
on se rend compte qu'en fait, les performances du secteur privé, où les incitations des enseignants sont beaucoup plus fortes, sont les mêmes ou même un petit peu plus faibles que les performances d'enfants exactement similaires dans le secteur public. Ça, c'est des données qui nous viennent de l'Inde. Par ailleurs, les enseignants, quand on les met en situation de réussir, sont parfaitement capables d'enseigner aux enfants. Par exemple, quand on les fait travailler pas dans le système, pas dans l'année scolaire habituelle, mais dans le cadre de programmes d'été où ils ont beaucoup plus de liberté pour travailler, voient des gains pour les enfants qui sont beaucoup plus forts. Donc, si les élèves peuvent apprendre, les professeurs peuvent enseigner, les conditions matérielles sont ce qu'elles sont, mais ne semblent pas être vraiment l'obstacle le plus grand, est-ce que le problème serait qu'ils n'enseignent pas les bonnes choses? Et ici, on peut mettre ce problème dans le cadre de ce que j'ai appelé la tyrannie du programme, qui est que dans de nombreux pays pauvres, le programme est extrêmement exigeant et quel que soit ce que les élèves peuvent faire ou comprendre, l'enseignant doit finir le programme. Donc, par exemple, en Inde, depuis le passage d'une loi sur le droit à l'éducation, il en va de la responsabilité pénale des enseignants de finir le programme. Et s'ils ne le font pas, ils sont responsables potentiellement, quelqu'un peut les attaquer pénalement. Or, quel est ce programme? Eh bien, ce sont souvent des programmes qui sont hérités d'institutions coloniales dont l'objectif était de former une petite minorité de clercs pour soutenir l'institution coloniale. À la décolonisation, ces programmes ont été préservés, mais le système scolaire a été largement étendu, permettant donc une scolarisation massive, comme je le parlais au début. Or, on n'a pas vraiment adapté les programmes au changement de public. Si vous voyez par exemple un exemple du programme de CM1, si vous vous rappelez, les enfants en CM1 ne savent pas faire de soustraction à 2 chiffres, mais voilà le programme de CM1 dans l'État de Haryana, au nord de l'Inde. En octobre, ils doivent comprendre le cercle, le rayon du cercle, et puis commencer avec les fractions, un demi, un quart, 3 quarts, etc. En novembre, ils font des suites. Ensuite, et surtout, ils font leur table de multiplication jusqu'à 15. Donc, j'espère que votre table de multiplication de 13 est bien maîtrisée, parce que sinon, vous auriez du mal en CM1 en Haryana. Et puis après, comme on a bien compris les surfaces, on passe au volume en décembre, etc., etc. Donc, le programme n'a simplement aucun ancrage dans une réalité matérielle. C'est un programme qui est bien plus exigeant que les programmes en France qu'on considère déjà souvent exigeants. C'est évidemment pas seulement un problème en Inde, c'est lié à cet élitisme. On trouve ce même programme au Kenya, on trouve encore ce même programme en France dans certaines mesures, et on a la situation inverse en Finlande qui démarre très lentement et qui a d'excellents résultats. Donc si c'est ça le sujet, comment améliorer les choses? Est-ce qu'on peut changer les programmes? Est-ce qu'il faut compter sur les écoles privées? Est-ce qu'il faut renoncer aux écoles complètement et faire travailler les enfants à l'extérieur des écoles? Est-ce qu'on peut essayer d'opérer à la marge du système? Ou est-ce qu'on peut être patient et essayer d'améliorer les choses petit à petit? Alors commençons par les écoles privées. Comme je vous l'ai montré, les élèves des écoles primaires réussissent mieux en moyenne, mais c'est une illusion, ce n'est pas un effet causal, en tout cas en Inde. Et une partie du problème pour lesquels les écoles privées ne réussissent pas si bien, c'est que les parents, qui effectivement ont beaucoup plus de pouvoir sur les enseignants dans les écoles privées, ne recherchent pas nécessairement la bonne chose. Souvent, ils ont une idée très précise de ce à quoi sert l'école, c'est-à-dire à avoir une meilleure carrière. Et pour avoir une meilleure carrière, il faut réussir très très bien. C'est-à-dire il faut non seulement apprendre les apprentissages basiques, mais il faut passer des examens, arriver au sommet. Et finalement, si on fait pas ça, on perd un peu son temps. Donc autant finir l'école. Si mon enfant peut pas faire ça, apprendre mieux les bases ne sert à rien.
Et du coup, les écoles privées, en fait, répondent à cette attente des parents qui est très forte sur le programme. Et en fait, il n'y a pas vraiment une demande pour un programme qui serait moins exigeant dans les écoles privées. Souvent, le contraire. Par exemple, dans cette évaluation sur les écoles privées en Inde, ce qu'on constate, c'est pas d'amélioration en moyenne des scores, même une diminution des scores des enfants qui vont à l'école privée en mathématiques de base et dans en langage de base, qui est le Telugu dans le programme, dans l'État en question. Et par contre, on voit que les écoles se mettent à enseigner l'anglais et l'hindi, qui n'est pas du tout la langue du Sud, et on voit forcément des progrès très forts en anglais et en hindi qui ne sont pas enseignés dans les écoles publiques. Et en fait, c'est parce que les parents, ce qu'ils veulent, c'est pas vraiment les bases, c'est l'anglais et l'hindi qui se disent seront utiles pour la carrière des enfants. Ce qui est probablement le cas, mais pas si c'est maîtrisé à moitié ou un tiers. Donc une autre petite rengaine qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est que finalement les écoles ne sont pas synonymes avec l'éducation. On l'entend beaucoup plus fort maintenant, même après la pandémie, où les enfants sont sortis des écoles. Même une organisation comme Pratham, par exemple, a beaucoup investi dans la distribution de tablettes avec des contenus pour les enfants en disant on va faire ça à l'extérieur de l'école. Et on renonce aux écoles. Soit les enfants y vont et ils perdent leur temps, ça va, soit ils y vont pas du tout. Ça, pour la même raison que pour tout un tas de raisons, ça ne me paraît pas un bon chemin à emprunter. Mais une de ces raisons, c'est que justement, la demande des parents est intrinsèquement liée au pouvoir de certification qu'ont les écoles. Et du coup, ce qui est fait à l'extérieur de l'école, même si ça peut mener à de meilleurs apprentissages, n'a pas vraiment de valeur pour les parents si ça n'est pas valorisé par l'école. Et je vais vous donner un exemple d'une évaluation d'un programme qui s'appelle MindSpark, un logiciel pour apprendre aux enfants le langage et les mathématiques, qui utilise une énorme banque de données, de questions, et un petit algorithme qu'ils appellent Artificial Intelligence ou Machine Learning. Je pense que c'est disons en fait plus un modèle vraiment de base, mais enfin pour essayer d'adapter les questions qui sont données aux enfants. Ce qui permet d'enseigner donc aux enfants au niveau auquel où ils sont. Donc ce programme avait lieu à l'extérieur de l'école, dans une garderie en quelque sorte, et les enfants ont été choisis au hasard pour participer au programme ou pas. Et ce qu'on constate, c'est d'énormes progrès pour les enfants qui ont bénéficié du programme. Donc vous voyez ici à l'enquête de baseline, qui est l'enquête de base avant l'étude, le traitement et le contrôle sont les mêmes. À la fin de l'étude, les enfants ont progressé d'un tiers d'un écart type. La mesure n'a pas tellement d'importance, mais ce qui est important, c'est que les apprentissages ont doublé en mathématiques dans le groupe qui a bénéficié de ce petit programme et triplé en hindi. Donc d'énormes progrès. Donc on pourrait se dire les parents devraient se jeter là-dessus. Mais malheureusement, le problème, c'est que bien qu'il y ait des gains à tous les niveaux de la distribution, pour les enfants qui partent avec un niveau faible, pour les enfants qui finissent avec un niveau faible, les enfants sont tellement loin du niveau attendu. C'était un niveau, disons niveau 4e, c'est des enfants de collège. Les enfants sont tellement loin du niveau attendu qu'il n'y a pas qui font pas de progrès sur des questions qui sont les questions qui correspondent au niveau de la classe de l'enfant. Et du coup, il n'y a pas non plus de progrès des enfants aux examens de fin d'année qui sont donnés par l'école. Donc les enfants ont progressé, mais leurs progrès sont en deçà du niveau qu'il faudrait qu'ils atteignent d'après ce programme dont je vous ai parlé, irréaliste dont je vous ai parlé. Et malheureusement, pour les enfants, pour les parents, ça veut dire que c'est inutile. Et quand on a demandé aux parents de payer, quand les personnes qui ont fait l'étude ont demandé aux parents de payer un tout petit peu pour garder l'accès au programme, vraiment un paiement tout à fait symbolique pour garder l'accès au programme, eh ben, ils n'ont pas voulu payer et le programme s'est effondré.
Donc le problème, c'est que les écoles continuent d'avoir le monopole pour tester et légitimer les connaissances. Donc on ne peut pas sortir de l'école, il faut travailler avec les écoles. Le problème fondamental, c'est que les enfants sont à l'école, puisque les parents ont déjà accepté. Toute autre approche nécessite de les convaincre et de participer. Et en fait, comme la demande des parents pour cela est trop faible pour réussir. Donc, que faire? Travailler le mieux, évidemment, l'idéal, le Saint Graal, c'est de travailler avec les écoles. C'est très difficile pour des raisons institutionnelles. Il y a beaucoup de résistance, on voit aussi en France, à changer les programmes, puisqu'à chaque fois qu'on change les programmes, quelqu'un crie que le niveau baisse, etc. Mais cela a été fait. En particulier, cela a été fait par le gouvernement de la ville de Delhi. Juste pour vous penser que c'est la ville de Delhi elle-même regroupe 20 millions de personnes, donc c'est plus que la Scandinavie. La ville de Delhi, quand le nouveau gouvernement est arrivé au pouvoir il y a quelques années, a décidé qu'ils allaient mettre le programme officiel à la poubelle et qu'ils n'allaient pas suivre le programme officiel. Qu'ils allaient reprendre les bases et qu'ils allaient ne pas se préoccuper du programme officiel. Donc ce qu'on a constaté, puisque ça fait plusieurs années, ce qu'on a pu constater, c'est donc qu'ils ont mis un effort considérable à revenir sur les bases pour les enfants. Et les enfants ont progressé. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'après plusieurs années, les hauts examens officiels qui sont donc basés sur le programme officiel, les écoles ont fini par progresser, les écoles publiques ont fini par progresser. Donc aujourd'hui, la ville de Delhi, qui ne suit pas les programmes officiels, a des résultats au programme au résultat à l'équivalent du baccalauréat qui est supérieur à la moyenne nationale. Et d'autre part, les écoles publiques de Delhi ont maintenant aujourd'hui des résultats supérieurs aux écoles privées de Delhi, bien que les enfants qui vont dans les écoles privées soient beaucoup plus riches et que les écoles privées aient choisi de continuer le programme officiel. Donc on voit que plus et moins, ou moins et plus, en fait, d'accepter de baisser ostensiblement le niveau permet finalement d'arriver même au niveau de base de manière plus simple. Donc ça, c'est une première possibilité. Malheureusement, c'est une première possibilité qui ne peut avoir lieu que dans des environnements exceptionnels. On l'a vu d'ailleurs post-Covid, où il y a beaucoup plus d'intérêt aujourd'hui de reconnaître que les niveaux sont extrêmement hétérogènes et qu'il faut s'adresser aux niveaux hétérogènes. Donc ce qu'il faut faire dans le système, puisque l'école est ce qu'elle est, puisqu'on ne peut travailler qu'avec l'école, ce qui est efficace, et ce qui a montré son efficacité dans de nombreux contextes, c'est de mieux préparer et mieux accompagner les enfants. Alors d'abord, on peut préparer les enfants en aidant leurs parents à leur parler. Donc il y a un programme qui s'appelle Lively Minds au Ghana qui apprend aux jeunes mères à jouer avec leurs enfants, qui a des effets importants sur les résultats scolaires plusieurs années plus tard. Il y a l'éducation préscolaire, donc c'est ce qui se passe avant l'école. Et puis après, ce qui se passe à l'école, l'enseignement ciblé, dont je vais parler un petit peu plus, et le tutorat. Je voudrais d'abord parler de ce qui peut être fait à l'intérieur de l'école. Donc je vous ai déjà parlé de cette expérience que nous avons réalisée avec Lise Pelke. C'était fait justement dans des écoles maternelles. Je vous ai parlé de notre première expérience qui avait utilisé uniquement des jeux symboliques, et des jeux non symboliques, pardon, et qui avait conduit à des progressions sur des jeux, sur ces performances non symboliques, mais n'avait pas été accompagné de progrès à l'école. Donc ce que nous avons fait, puisque nous nous sommes rendus compte que les écoles elles-mêmes avaient du mal à faire ce passage, c'est faire un programme qui pouvait être fait qui commence par des connaissances non symboliques et qui construit explicitement une transition vers les connaissances symboliques. Donc on commence par jouer avec des triangles et puis après on joue avec des nombres. On commence par faire des additions non symboliques, puis on fait des additions symboliques. Donc les enfants, le passage est fait explicitement. Nous avons d'abord testé ces jeux dans un environnement assez contrôlé. Puis, nous sommes allés dans les écoles pour le faire avec les enseignants dans les écoles.
au niveau de grande section de maternelle et au niveau de CP. Et ce que nous constatons dans ce cas, c'est que les expériences conduisent à une augmentation des performances non symboliques et symboliques quand ces jeux ont lieu dans les écoles. Et c'est fait de manière où ça demande très très peu d'investissement de l'enseignant. Il a juste à démarrer sa classe et les enfants jouent de manière presque autonome. Donc c'est un modèle qui est aujourd'hui généralisable parce que les enfants, ça demande un enseignement simple. Donc ça, c'est une première chose qui peut être faite, c'est-à-dire travailler avant que le programme ne montre sa tête, c'est-à-dire dans les écoles maternelles et même en CP où le programme est encore de base, pour préparer les enfants au mieux à ce qu'ils les attend par la suite. L'autre solution, c'est que quand les enfants arrivent, sur laquelle j'ai passé une grosse partie de ma carrière, c'est que lorsque les enfants arrivent à l'école primaire avec un retard considérable, de se consacrer sur ces retards spécifiquement. C'est aussi là qu'il y a peut-être un rapport avec les discussions qui ont lieu aujourd'hui en France, d'enseigner un programme que les enfants ne suivent pas et sur lequel ils se sentent, et vis-à-vis duquel ils se sentent en position complètement d'infériorité, ne favorise ni la réussite scolaire, ni le bien-être à l'école. De nombreuses expériences ont été menées et puis le programme a été généralisé aujourd'hui à la fois en Inde et maintenant dans plusieurs pays d'Afrique pour utiliser le tutorat, pour utiliser des groupes de niveau qui sont perpétuellement changés, où les enfants commencent, s'ils ne savent pas reconnaître les lettres en CM1, ils commencent par ça, mais très vite ils peuvent bouger parce que quand les enfants un peu plus grands apprennent très très vite si on leur apprend ce qu'ils sont capables d'apprendre. Donc finalement, il n'y a pas de moyen d'éviter la patience. Il n'y a pas de solution magique. Il n'y a pas une seule approche. Il peut y avoir on ne peut pas. Nous devons travailler avec le système scolaire tel qu'il est. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons travailler avec le système scolaire tel qu'il est, même dans des pays où les ressources sont tellement moindres que celles de la France, a fortiori dans des pays comme en France. Il y a énormément de demandes des enseignants d'essayer des nouvelles choses. Le défi, c'est d'exploiter toutes les ouvertures, d'en forcer de nouvelles quand elles arrivent. Par exemple, la crise du Covid, qui était une catastrophe absolue pour les niveaux d'éducation dans le monde, et en particulier dans les pays les plus pauvres où les écoles ont été fermées pour 2 ans, est aussi une opportunité de remettre les choses à plat. Et ce qu'il faut se dire, c'est que chacun de ces programmes ne transforme pas tout le monde, ne met pas tous les gens à niveau, comme on l'a vu avec le programme MindSpark, mais les gains sont réels et ces gains sont multipliés par des millions d'enfants. Pour terminer, je voulais mentionner une initiative qui a lieu en France. C'est le programme IDE, qui est basé à l'École d'économie de Paris, où cette approche expérimentale est menée en collaboration avec des écoles et des enseignants dans toute la France pour travailler sur l'impact de solutions, pour justement éviter les déclarations à l'emporte-pièce avant d'avoir fait des tests précis de ce qui fonctionne ou de ce qui ne fonctionne pas dans les écoles réelles. Et aujourd'hui, il y a des partenariats qui se forment entre l'École d'économie de Paris, JPAL et IDE, et différentes académies et différentes écoles pour tester les innovations qui peuvent émerger du terrain. Donc, s'il y a un intérêt dans la salle pour ce sujet, vous pouvez vous mettre en contact avec l'École d'économie de Paris et IDE, qui s'écrit comme une idée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.